Rebecca a fait glisser le saladier sur la table sans me regarder. Il s'est arrêté juste avant mon coude, comme si je n'étais pas une personne, juste un espace à contourner. Denise a ri de quelque chose sur son téléphone et a dit « Oh mon Dieu, tu as vu ce que Julie a posté ?» Rebecca a reniflé. Ouais, son fiancé a genre 10 ans de moins qu'elle. C'est un peu triste. J'ai légèrement ouvert la bouche pour demander comment s'était passée la réunion avec le traiteur, mais Denise s'est levée avant que je puisse prononcer le premier mot et a dit « Becca, viens m'aider avec le dessert. » Personne n'a dit « Excuse-moi ». Personne ne m'a même jeté un regard. C'était le 3e dîner cette semaine où je me sentais comme un fantôme avec un cœur qui bat. Je sais ce que vous pensez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je triché? Ai-je crié? Ai-je cessé d'essayer? Non. J'étais ennuyeux. Je payais les factures. Je réparais les éviers. Je tirais une fierté discrète des vidanges d'huile et des déclarations d'impôts dûment remplies. Je suis devenu invisible en étant fiable. C'est comme ça que ça commence. Pas avec des portes qui claquent, mais avec le discret remue-ménage de chaises qui ne vous font plus face. La dernière chose que Rebecca m'a dite cette semaine, vraiment à moi, pas près de moi, c'était « Tu vas vraiment porter ça pour aller chez le fleuriste ?» Pas « Comment vas-tu, papa ?» Pas « Merci de m'avoir conduite ». Juste ça. J'aimerais pouvoir dire que c'était soudain, qu'il y a eu une dispute ou un moment de trahison. Mais non, l'air a simplement cessé de porter ma voix jusqu'à leurs oreilles. Un soir, j'ai frappé à la porte de notre chambre. Oui, ma propre chambre. Parce que j'étais sur le lit d'amis depuis 2 semaines, et j'ai demandé doucement, « Tu veux toujours que je participe à l'organisation ?» Denise n'a pas levé les yeux de son ordinateur portable. « Eh bien, est-ce que tu veux y participer ?» Et ce n'était pas une question. C'était un piège. Parce que si je disais oui, on m'accuserait de vouloir tout contrôler. Si je disais non, on m'accuserait de ne pas m'en soucier. Je suis resté là comme un idiot, la bouche ouverte, jusqu'à ce qu'elle soupire de manière théâtrale, marmonne des chiffres et ferme l'ordinateur. Conversation terminée. C'est à ce moment-là que j'ai regardé la tablette de Rebecca qui chargeait sur le comptoir de la cuisine et que je l'ai vue. Une conversation de groupe avec Denise, Rebecca et ses 2 demoiselles d'honneur. Une capture d'écran de mon commentaire de RSVP sur l'invitation en ligne. Mon nom encerclé. Il essaie encore, avait écrit Rebecca en dessous. Il va bientôt abandonner. Des émojis qui pleurent de rire. L'une d'elles avait même dit, il ne tiendra pas le mois. C'est là que quelque chose en moi ne s'est pas seulement fissuré, il s'est évaporé. Comme si la version de moi qu'elle pensait que j'étais, l'homme trop terne pour remarquer qu'on l'effaçait, n'était qu'une vieille photographie laissée trop longtemps au soleil. Et, puisque plus de 97% d'entre vous qui m'écoutez en ce moment n'ont pas cliqué sur le bouton d'abonnement, peut-être que vous devriez le faire. Ça aide l'équipe à continuer de dénicher des histoires comme celle-ci. Et croyez-moi, ça devient beaucoup plus sombre. Retour à l'histoire. Je n'ai rien dit ce soir-là. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas confronté. Je me suis juste assis à table et j'ai fini de charger le lave-vaisselle pendant que Denise envoyait des SMS à quelqu'un depuis le canapé et que Rebecca répétait son discours de remerciement dans son téléphone comme si je n'existais pas. Mais voici ce qu'elle ne savait pas. J'avais déjà cessé de faire des virements directs sur notre compte joint il y a 2 mois. J'avais discrètement ouvert une autre boîte postale. J'avais utilisé un VPN pour rechercher des avocats dans 3 États différents. J'avais vendu ma participation dans le cabinet de conseil que personne ne se souvenait que j'avais aidé à construire. J'avais transféré les profits dans une fiducie de portefeuille silencieuse gérée par un vieil ami de 3e cycle qui me devait une faveur. Cette nuit-là, pendant qu'elle regardait une émission de télé-réalité sur les mariages, je les observais, non pas comme un mari, mais comme un homme rassemblant des preuves pour une OPA hostile. Je me souviens que Denise a levé les yeux une fois en fronçant les sourcils. « Pourquoi tu me fixes comme ça ?» J'ai souri. J'admire juste la vue. Elle a levé les yeux au ciel et est retournée à son émission. Elle n'avait aucune idée que je parlais de ma vue sur ce que je laissais derrière moi. À ce moment-là, je connaissais déjà la date exacte de mon départ. Je ne leur avais juste pas encore dit. Je suis parti à 4h03 du matin, non pas par sentimentalisme, mais parce que c'est le moment où les chiens du quartier sont le moins susceptibles d'aboyer et où les joggeurs n'ont pas encore commencé. Ma valise, une coque rigide de qualité militaire, noir mat,
a fait exactement 2 clics en heurtant la doublure du coffre. Je l'ai fermé doucement. Pas un claquement, pas un bruit, juste un point final. La maison était silencieuse, pas de ce silence paisible, mais de ce silence étrange, comme si elle savait. Denise avait de nouveau laissé un verre de vin sur le comptoir. Je l'ai fixé plus longtemps que je n'aurais dû. Un pinot à moitié fini, une trace de rouge à lèvres. Elle ne nettoyait jamais après elle quand elle buvait. Mais à l'époque où elle se souciait d'être une épouse, elle le rinçait au moins. J'ai posé mes clés à côté. Il y a eu un moment, bref, stupide, où j'ai pensé que je devrais laisser un mot. Peut-être quelque chose de profond, quelque chose digne d'un film, comme « Vous comprendrez un jour ». Mais je ne leur devais pas de la poésie. Je leur devais l'absence. Alors, à la place, j'ai ouvert le tiroir de la cuisine, j'ai sorti le manuel du système de sécurité, j'ai désactivé toutes les caméras intérieures, réinitialisé le Wi-Fi, effacé l'application de mon téléphone. Aucune trace. Puis j'ai ouvert mon portefeuille, j'ai sorti la dernière carte de crédit commune restante, la sienne techniquement, et je l'ai coupée en deux. Je l'ai laissée sur le comptoir à côté des clés. Un petit alignement parfait. Clé de la maison, clé de la voiture, plastique déchiqueté. 3 morceaux de moi qu'elle ne pourrait plus utiliser. Le brouillard dehors était épais, comme si le monde ne voulait pas être témoin de ce que je faisais. Très bien, qu'il détourne le regard. Le tableau de bord s'est allumé. Mon nouveau téléphone prépayé a vibré une fois. Une mise à jour automatique de la boîte postale numérique dans le Montana. Adresse de substitution. Propre, distante, légale. J'ai désactivé les notifications. Je n'aurai pas besoin de rappel. J'ai conduit exactement 22 minutes jusqu'à un parking longue durée près d'un aéroport régional. Je me suis garé, j'ai marché jusqu'à une navette, puis un terminal, puis une porte d'embarquement où j'ai présenté un passeport dont Denise ignorait l'existence. Un de l'époque où je travaillais comme consultant à l'étranger, bien avant que le mariage ne m'apprenne avec quelle facilité les gens peuvent ne plus voir l'homme qui fait tourner les choses. Avez-vous déjà remarqué comment les gens vous regardent quand vous êtes seul dans un aéroport? Si vous êtes un homme avec des cheveux grisonnants aux tempes, habillé trop simplement pour être riche mais trop soigné pour être pauvre, ils vous regardent à travers, comme si vous étiez entre deux choses, une escale, une erreur. J'aimais ça. Ça rendait la prochaine étape plus facile. Le vol a duré 5 heures, juste assez longtemps pour finaliser le transfert des actifs de la vente de mon cabinet de conseil vers la fiducie. Je l'ai fait depuis un portail sécurisé dans l'avion. La femme à côté de moi m'a demandé si je travaillais dans la finance. Non, ai-je dit, je travaillais dans la maintenance. Elle a ri poliment et est retournée à son magazine. C'est ça, le truc avec les gens. Ils ne cherchent un sens que si vous leur offrez du mystère. Sinon, ils vous laissent disparaître sous leurs yeux. Quand nous avons atterri, mon chauffeur attendait déjà. Ancien de l'Air Force, à la retraite, sans poser de questions. Il m'a conduit pendant 90 minutes vers le nord, dans une vallée boisée où j'avais loué un chalet privé, entièrement payé, pour 3 ans à l'avance, sous le nom d'une SARL dissoute. Il a dit, vous attendez des visiteurs? J'ai dit, juste des fantômes. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois en 31 nuits. Pas de bruit de pas dans le couloir. Pas de tout passif-agressif de l'autre côté du mur. Pas de bourdonnement fluorescent de l'écran de son téléphone qui s'allume pendant que je faisais semblant de ne pas m'en soucier. Juste l'obscurité, juste le silence, juste moi. Le lendemain matin, mon nom avait été retiré de tous les registres publics que je pouvais atteindre. Immatriculation des véhicules mise à jour. Réseaux sociaux effacés. Listes électorales rendues anonymes grâce à un mandataire de confidentialité légale dans le Delaware. Ce n'était pas illégal, juste peu pratique pour elle. Denise a appelé une fois. Mon numéro avait déjà disparu. Rebecca a envoyé un message dans la conversation de groupe. Elle ne savait pas que j'avais fait des captures d'écran et que je les avais sauvegardées. Elles n'ont rien posté tout de suite. Pas de panique sur Instagram avec un « Où est-il ?» Pas d'alerte de mari disparu. Parce que cela aurait nécessité d'admettre que j'avais de l'importance. Et pour l'instant, il était plus facile pour elle de prétendre que je boudais quelque part, attendant qu'on me supplie de revenir. Elle ne savait pas que je ne battais pas en retraite. Je redémarrais. Discrètement, méthodiquement, et contrairement à elle, je lisais toujours les petits caractères.
3 jours après ma disparition, Denise a organisé une soirée vin comme si de rien n'était. Sa petite clique bien choisie, 2 mamans yogi, une ancienne directrice des RH devenue coach de vie, et la belle-sœur de quelqu'un avec une réduction sur le botox, étaient assises autour de notre table de salle à manger en bois de récupération. Sirotant du chardonnay et échangeant des messes basses comme si elles auditionnaient pour un reboot Netflix de Desperate and Defensive. Elle n'a même pas pleuré, a raconté plus tard l'une d'entre elles à un ami commun. Elle a juste dit, eh bien, on dirait qu'il a finalement craqué. À la fin de cette première semaine, l'histoire officielle circulait. J'avais abandonné la famille. Sans contexte, sans détail, juste une vague accusation de fragilité masculine. Servi froid avec du brie. Il n'a pas supporté la pression, a dit Denise à son professeur de pilates. Il nous a ghostés, a-t-elle dit au voisin qui a demandé où était passée ma voiture. Quand Rebecca a posté une photo en noir et blanc filtrée d'elle et de Denise avec la légende « Plus fortes ensemble » et un cœur brisé, j'ai su que ça commençait à prendre. Les récits sont puissants, surtout ceux qui font de vous le héros par défaut. Denise ne criait pas à la trahison. Elle soupirait. Elle ne rageait pas. Elle avait l'air blessée. C'est comme ça qu'on gagne la sympathie sociale. Pas en s'agitant, mais en cadrant l'histoire. Et elle était une maîtresse en la matière. Rebecca, de son côté, n'a pas dit grand-chose au début, mais 2 semaines plus tard, ses amis ont commencé à voir de petites fissures. Ils demandaient, « Attends, ton père est juste parti ?» Sans rien dire. Elle hochait la tête, les yeux vitreux. Aucun avertissement, aucune dispute, juste parti. Il a laissé un mot? Non, même pas un SMS. La tablée du brunch expirait collectivement, un mélange de pitié et de scandale. Elle jouait bien son rôle, la tête penchée juste assez pour avoir l'air hébété, mais pas dramatique. Mais en dessous, j'imagine qu'elle se tortillait. Parce que quand on ment, il ne s'agit pas seulement des mots. Il s'agit de ce qui ne se passe pas. Les cartes bancaires ne se réactivaient pas. L'accès au fonds d'études avait disparu. Même le compte Netflix n'avait pas été renouvelé. Et quand Rebecca a essayé de se connecter à l'application de planification que nous avions mise en place ensemble pour le mariage sur mesure, car j'avais autrefois travaillé dans l'UX pour une entreprise de technologie événementielle, elle a reçu une erreur polie. Cet abonnement a été résilié par le titulaire du compte. Pas d'avertissement, pas de sauvegarde, plus de données en tant que service. À la 3e semaine, Denise était au téléphone avec mon ancien responsable des RH chez Greystone Analytics. Je le sais parce que ce responsable m'a transféré le journal d'appel, officieusement, en guise de faveur. Elle a demandé si vous aviez retiré votre 401K, a-t-il dit. Elle voulait savoir si vous faisiez une dépression nerveuse. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il a ri. Je lui ai dit que vous étiez en congé sabbatique pour une durée indéterminée. C'est tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Denise a dû être ravie de ça. Congé sabbatique pour une durée indéterminée, et le code d'entreprise pour l'épuisement professionnel, le divorce ou la disparition. Assez vague pour suggérer un traumatisme. Assez spécifique pour sonner comme un fait. Et surtout, juridiquement inattaquable. Elle a essayé d'appeler l'avocat qui s'était occupé de notre testament. Pas de réponse. Elle a essayé de se connecter au portail bancaire en ligne. Accès refusé. Elle a envoyé un email à mon frère, à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'1 an, et lui a demandé s'il avait eu de mes nouvelles. Il a répondu en 2 mots, pas dernièrement. À la fin du mois, le récit devenait plus difficile à maintenir. On ne peut pleurer l'abandon que pendant un certain temps avant que les gens ne commencent à poser des questions logistiques. Rebecca a dû passer sur le plan d'assurance de Denise. Denise a dû utiliser sa propre ligne de crédit pour l'acompte du mariage. Et quand le fleuriste a demandé le chèque final, Denise a marmonné quelque chose sur la restructuration des actifs. Pendant ce temps, mon empreinte numérique s'évaporait. LinkedIn supprimé. Twitter nettoyé. Facebook jamais utilisé. Victoire facile. Je n'ai laissé derrière moi aucune trace de désespoir, aucune miette de pitié, juste un espace vide. Et c'est pire qu'un au revoir. Ça laisse les gens en inventer un. Lors d'un brunch un mois plus tard, une des amies de Rebecca a demandé si elle pensait que j'allais, vous savez, bien. Elle a hésité, a cligné des yeux et a dit, je pense qu'il a eu une crise de la quarantaine. Oh, a répondu la fille, poignardant son toast à l'avocat.
Genre avec une moto ou quelque chose comme ça? Rebecca a souri avec crispation. Non, avec le silence. Mais le silence, entre de bonnes mains, est une stratégie. Parce que pendant qu'elle façonnait l'histoire, je façonnais quelque chose d'autre. Une identité entièrement nouvelle, construite non pas sur la fuite, mais sur la précision. Mon temps dans le chalet n'était pas pour bouder. C'était pour reconstruire. Discrètement, sans relâche. Et je n'étais pas seul. Mais cette partie, elle ne la découvrirait que bien plus tard. Ça a commencé par une connexion refusée. Denise a essayé d'accéder à mon compte de retraite un jeudi pluvieux. Elle avait encore l'ancien favori enregistré dans son navigateur. Elle a entré mon numéro de sécurité sociale, sa date de naissance, son mot de passe préféré. Rien n'a fonctionné. Elle a réinitialisé, vérifié à nouveau les identifiants, toujours rien. Elle a essayé d'appeler la ligne d'assistance, mais après avoir vérifié son identité et sa relation, la femme à l'autre bout du fil a répondu « Je suis désolé, Madame Génigne, mais vous n'êtes pas répertoriée comme contact autorisé. » Comment ça, je ne suis pas répertoriée, a-t-elle claqué, je suis sa femme. Pause. Nous n'avons aucune trace de cela dans nos dossiers, madame. Denise a raccroché sans dire au revoir. Ce week-end-là, elle a organisé une petite réunion de vin et de planification pour Rebecca et l'équipe de la mariée. Quelqu'un a plaisanté sur le fait qu'elle devrait puiser dans les fonds de pension de Marc pour aider à payer l'arche florale. Denise, avec son demi-rire habituel et son sourire suffisant, a balayé l'idée d'un geste de la main. Oh, ce n'est pas un problème. C'est déjà réglé. Ce n'était pas le cas. Car 2 jours plus tard, son propre avocat l'a rappelé. La voix prudente. Le genre de voix que les gens utilisent quand ils marchent sur des œufs avec des talons aiguilles. Il y a un problème, a-t-il dit. Quel genre de problème? J'ai fait quelques recherches après que vous m'ayez envoyé les documents du plan. Votre mari est bien, ex-mari, s'il a déposé quelque chose récemment. Il ne l'a pas fait, l'a-t-elle coupé, n'est-ce pas? Eh bien, quoi qu'il en soit, il y a des années, il a créé une fiducie entre vifs. Hors de l'État, des clauses de confidentialité en béton armé, et je ne parle pas seulement de clauses standards. Je parle de clauses bardées de pare-feu, du type à brûler après lecture. Vous n'êtes pas dessus. Pas dessus, a-t-elle répété. Mais il ne ferait pas ça, il ne peut pas, il le peut, et il l'a fait. La fiducie détient tous les actifs majeurs, les parts du cabinet de conseil, les partenariats immobiliers, même la pension, tout y est canalisé. C'est illégal. Ça ne l'est pas. Il l'a fait proprement. Intelligemment, même. La structure de la fiducie est antérieure à votre mariage d'environ 6 mois. Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré. Mais sa voix se brisait déjà. Oh, et il y a une dernière chose. La fiducie mentionne Rebecca, mais c'est conditionnel. Conditionnel? Selon le document, elle y aura accès en remplissant 3 critères. 1. Obtenir un diplôme, n'importe quel diplôme, même un BTS. 2. Conserver un emploi à temps plein pendant une année complète. Et 3. Il a hésité. 3. Quoi? 3. Fournir la preuve d'une résidence indépendante pendant plus de 18 mois consécutifs sans votre aide financière. Silence. Denise se tenait dans sa cuisine, son verre de vin oublié sur le comptoir, les yeux fixés sur le mur comme s'il l'avait personnellement trahi. Elle a finalement réussi à respirer. Alors, vous êtes en train de me dire qu'il a prédit qu'elle serait encore ici à 26 ans, sans emploi, sans bail et sans colonne vertébrale? Je ne vous dis rien, Denise. C'est lui qui le dit. Elle a raccroché. Pour la première fois depuis mon départ, Denise n'était pas en colère. Elle était secouée. Parce que tout ce qu'elle pensait avoir en réserve, tous les plans de secours, les coussins de sécurité, les leviers non seulement tout avait disparu, mais ça n'avait jamais existé en premier lieu. Elle a appelé mon ancien avocat 3 fois cette semaine-là. Il n'a jamais répondu. Elle a envoyé une lettre officielle. Aucune réponse. Rebecca a essayé une fois aussi. Elle a obtenu la même réponse, nous ne pouvons pas vérifier l'existence de cette fiducie sous aucun des noms que vous avez fournis. Et c'était le but. La fiducie ne mentionnait pas Marc Génigne. Elle mentionnait un pseudonyme de holding lié à un cabinet de conseil à la retraite, créé à l'époque où je prenais encore des vols internationaux.
bien avant que Denise ne sache à quel poignet je portais ma montre. Je ne cachais pas d'argent. Je cachais mon intention. Vous voyez, certains hommes planifient leur retraite. Moi, j'ai planifié mon évacuation. Dans mon chalet, j'ai relu les documents de la fiducie. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais me rappeler que je n'avais pas réagi. J'avais préparé. Chaque clause était chirurgicale. Chaque condition, méritée. Même la formulation, en cas d'éloignement familial, de détachement émotionnel ou d'abandon de l'obligation réciproque, tous des termes que mon deuxième avocat avait soigneusement élaborés. Je l'ai payé en crypto-monnaie adossée à de l'or. Il a souri quand je l'ai fait. De retour en banlieue, Denise a tenté de reprendre le contrôle du récit. Au brunch, elle a dit aux filles, il nous a trompés. Il a dû engager un requin offshore pour tout réécrire dans mon dos. Mais quand son avocat lui a envoyé les révisions horodatées et les journaux de documents, elle est devenue silencieuse. Les dates ne mentaient pas. Le travail de fond avait commencé il y a 5 ans. Avant les dîners froids, avant les projets de mariage. Avant que Rebecca ne dise un jour, il va bientôt abandonner. Denise a finalement compris. Je n'avais pas abandonné. J'avais choisi de me retirer. Et rien de ce qu'elle avait construit sur cette illusion n'allait jamais durer. C'était censé être une publication anodine, juste un autre carré de smoothie, de brume de montagne et de hashtags sur l'éveil spirituel. Le genre de contenu que personne ne regarde vraiment jusqu'à ce qu'il mette le feu à votre vie. Une cousine éloignée de Denise, Sarah ou peut-être Stéphanie, personne ne s'en souvient car elle vit de farine d'amande et de yoga avec des chèvres, a publié un carrousel de sa retraite de transformation en Colombie-Britannique. Il y avait les clichés habituels, des photos de sentiers couverts de mousse, des selfies devant une cascade, une photo de ses jambes devant un feu de camp avec la légende « La guérison ressemble à ça ». Mais la 6e diapositive, c'est celle qui a fait tout basculer. Elle montrait une salle pleine de gens assis sur des chaises de sol ergonomiques, tous fixant un homme grand et mince, vêtu d'un pull noir ajusté et d'un pantalon gris ardoise. En plein geste, la posture assurée, sans note, juste une présence. La légende disait « Discours d'ouverture incroyable par MJ ». Jamais rencontré un orateur qui donnait l'impression que le silence était une stratégie. Denise a failli laisser tomber son téléphone. Elle a zoomé 2 fois, puis a halté. C'est lui. Rebecca était de l'autre côté de la pièce, feuilletant des catalogues de mariage, écoutant à moitié. Quoi? Denise a tourné l'écran. C'est ton père. Rebecca a pris le téléphone, a plissé les yeux, n'a rien dit. Cela faisait 3 ans. 3 ans de théories chuchotées et de demi-vérités, de prétendre qu'elles avaient été abandonnées, martyrs d'un mystère quelconque. Elles avaient construit toute une mythologie autour de ma disparition. Et maintenant, j'étais là, nonchalamment réinventé, debout devant une douzaine d'inconnus attentifs, l'air 10 ans plus jeune et 10 kilos plus mince. Rebecca a zoomé encore plus. Il n'y avait pas à s'y tromper. Les cheveux poivre et sel, maintenant plus sel que poivre, étaient coupés net. Les épaules en arrière, comme quelqu'un qui n'avait plus rien à s'excuser. Il n'avait pas l'air d'un homme qui se cachait. Il ressemblait à un homme qui n'avait plus besoin d'être trouvé. Denise, bien sûr, a immédiatement commencé à paniquer. Pourquoi la Colombie-Britannique? Qu'est-ce qu'il fiche à diriger des retraites? Pourquoi a-t-il l'air si suffisant? Rebecca n'avait toujours rien dit. Plus tard dans la nuit, après que Denise se soit couchée en colère, marmonnant quelque chose sur le narcissisme et les sectes, Rebecca s'est assise seule à l'îlot de la cuisine, un verre de vin intact. Elle a regardé cette image pendant longtemps. Pas avec colère, ni même confusion, mais avec autre chose, quelque chose qui frisait la curiosité. Parce qu'au fond, une partie d'elle se souvenait du père qui lui avait appris à coder en JavaScript avant l'école. L'homme qui lui avait construit un site web privé pour son 16e anniversaire pour y publier ses poèmes. Elle se souvenait comment il laissait des post-it avec des citations de philosophes sur son miroir. Quand tu n'es plus dérangé par l'opinion des autres, tu as trouvé ton pouvoir. À l'époque, elle avait levé les yeux au ciel. Maintenant, elle se demandait si cette citation n'avait pas été plus un avertissement. Le lendemain matin, elle a imprimé la photo et l'a glissée dans un classeur de planification de mariage que Denise ne se donnait jamais la peine d'ouvrir. Elle n'a pas dit pourquoi, mais 2 semaines plus tard, elle a fait quelque chose que ni sa mère ni personne d'autre n'attendait. Elle a retrouvé la boîte postale d'un ancien formulaire qu'il avait rempli lorsqu'elle demandait une aide financière.
C'était un pari risqué, une adresse obsolète, probablement expirée, mais elle a quand même envoyé l'enveloppe. Pas de mots, pas d'appel émotionnel, juste une invitation de couleur crème, simple, élégante, adressée de sa propre main. À l'intérieur, Rebecca Lynn Jennings et Anthony Calero ont l'honneur de vous inviter. Il n'y avait pas de date limite de réponse. Pas de case pour un invité, juste une ligne supplémentaire, ajoutée au stylo sous le texte imprimé, « Si tu es encore quelque part, je veux que tu me conduises à l'hôtel. » Elle l'a scellée avec des doigts tremblants, l'a postée, et n'en a parlé à personne, surtout pas à Denise. Parce que malgré la rage orchestrée et les récits superposés, quelque chose avait changé en Rebecca quand elle a vu cette photo. Elle n'a pas vu un déserteur. Elle a vu du pouvoir. Et elle le voulait près d'elle, même si elle ne savait pas exactement pourquoi. Même si l'homme sur la photo était devenu un étranger. Parce que cet étranger avait l'air sûr de lui. Et dans un monde de chaos nuptial et de manipulation maternelle, une lueur de certitude était plus séduisante que n'importe quelle playlist de danse père-fille. Les semaines passèrent. Aucune réponse. Jusqu'à ce qu'une simple enveloppe arrive un matin. Pas d'adresse de retour, aucune marque à l'exception de son nom, écrit de cette écriture chirurgicale familière. À l'intérieur, une carte, blanche, unie. 7 mots. Si je viens, personne ne doit le savoir. Rebecca a souri, l'a glissé à l'arrière de son classeur et n'a pas dit un mot. Le ciel ce matin-là était d'un gris terne, le genre qui rend tout plus lourd qu'il ne l'est. Les fournisseurs s'agitaient autour du lieu de réception. Les fleuristes arrangeaient les pétales, les traiteurs vérifiaient les chauffe-plats. Quelqu'un criait à propos d'une rallonge manquante comme si le destin de l'univers en dépendait. L'oncle du marié arriva le premier, odieusement en avance, dans un blazer bleu cobalt avec des coudières, déjà à son deuxième mimosa. À 10 heures, le parking ressemblait à une vitrine de concessionnaire. Mercedes, Lexus, quelque chose avec des portes papillons. La famille, les amis, les suspects habituels. Puis, vers 10h47, une voiture noire s'est arrêtée derrière le lieu de réception. Pas dans l'allée d'honneur, mais dans l'allée de service. Le genre d'arrivée qui évite les annonces. Une Lincoln MKS noir mat. Pas de plaque visible. Des vitres teintées aussi nettes qu'une confession. Le chauffeur n'est pas sorti. La porte arrière s'est ouverte lentement. Marc est sorti. Et pendant un instant, juste un instant, le monde autour de lui s'est arrêté. Costume anthracite, impeccablement taillé, droit aux épaules et cintré à la taille. Pas de cravate, juste une chemise blanche repassée, un bouton défait, comme s'il savait exactement combien d'air laisser entrer. Ses cheveux étaient coupés courts sur les côtés, les mèches argentées délibérées, non apologétiques. Il était bronzé, la posture droite, les yeux comme des billes d'acier, ne regardant pas autour, juste devant. Derrière lui, un autre homme est sorti. La quarantaine, peut-être du Moyen-Orient, rasé de près, dans un costume bleu marine avec une discrète épinglette fédérale au revers. Un détail que la plupart ne remarqueraient pas, mais un homme l'a fait. Le chef de la sécurité du lieu, un officier à la retraite qui faisait des extras, s'est légèrement avancé, scrutant les deux hommes alors qu'ils passaient le portail du personnel. Il ne les a pas arrêtés, a juste fait un unique signe de tête respectueux. Le genre de signe de tête que les hommes se font entre eux quand ils reconnaissent un rang sans savoir pourquoi. Le duo a longé la haie, non pas vers l'entrée principale avec l'arche de ballon et le panneau de bienvenue fleuri, mais par l'arrière, près du jardin privé. Un photographe a levé son appareil instinctivement, puis a fait une pause, chuchotant à son assistant, « C'est qui, bon sang ?» La nouvelle s'est répandue rapidement. La tante de quelqu'un a murmuré, on dirait une célébrité. Un témoin du marié a fixé et a dit, pas possible. Jamais de la vie. Même Anthony, le marié, s'est tourné de sa position près de l'autel, plissant les yeux vers le sentier du jardin comme s'il avait vu un fantôme en Armani. Denise, pendant ce temps, était toujours à l'intérieur de la suite de préparation de la mariée, heureusement inconsciente. Elle réprimandait la maquilleuse à propos d'un contour prétendument inégal. « J'ai l'air fatiguée », se plaignait-elle. « Je ne suis pas censée avoir l'air fatiguée le jour du mariage de ma fille. » La maquilleuse a résisté à l'envie de dire ce que tout le monde pensait, « Vous êtes fatiguée. Vous êtes fatiguée depuis qu'il est parti. » Rebecca, dans une pièce séparée, se tenait dans sa robe, le voile levé, les mains tremblant très légèrement. Pas à cause du trac des vœux, mais à cause de l'attente d'une seule question, a-t-il reçu la lettre ?
Et juste au moment où l'organisatrice est entrée pour annoncer, 5 minutes avant l'aller, son téléphone a vibré. Pas d'identification de l'appelant, juste un seul SMS. Prête? Elle a expiré, puis a murmuré, il est là. Dehors, Marc et l'homme ont marché lentement le long de la haie jusqu'à atteindre le portail latéral. Le partenaire a parlé le premier. Tu es sûr de vouloir faire ça? Marc n'a pas répondu tout de suite. Il a ajusté son bouton de manchette, estampillé de l'emblème de sa société de holding, une dont Rebecca ignorait même l'existence. Puis il a dit d'un ton neutre, je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit. Je suis ici pour conduire ma fille à l'hôtel. Le partenaire a hoché la tête. Je serai à l'intérieur si tu as besoin d'un périmètre. C'était à moitié une blague, à moitié sérieux. Parce que ce que personne ne savait, ce que Denise n'apprendrait que des semaines plus tard, c'est que l'homme à côté de Marc était son cofondateur dans un fonds de capital risque avec des contrats fédéraux partiels dans les technologies de défense et d'énergie propre. Un fonds qu'ils avaient lancé 2 ans auparavant, un fonds qui avait déjà rapporté des sommes à 8 chiffres à ses commanditaires. Marc n'avait pas simplement disparu, il avait évolué. Et l'homme qui marchait à ses côtés maintenant était la preuve vivante que le monde qu'il avait construit après sa disparition n'était pas seulement stable, il était puissant. Les invités avaient commencé à murmurer, à faire des suppositions à voix basse. D'anciens collègues de l'époque où Marc était consultant étaient présents, clignant des yeux avec incrédulité, se donnant des coups de coude comme des écoliers. C'est Génigne? Pas possible. Il s'est retiré du monde. J'ai entendu dire qu'il dirige des opérations en Europe. Je le croyais mort. Et puis, alors que le quatuor de violonistes commençait à s'accorder, Marc a disparu derrière la haie du jardin avec l'organisatrice, hochant la tête en silence. De retour à l'intérieur, Denise a finalement capté le début des murmures. Quelqu'un a dit quelque chose à propos d'une voiture noire. À propos de lui. Elle s'est figée, a traversé le couloir, a jeté un coup d'œil dehors et a vu le dernier PAN d'un costume anthracite disparaître dans la salle de procession. Son souffle s'est coupé. 3 ans, pas d'appel, pas d'explication, pas d'excuse. Et maintenant, il était là. Pas avec des fleurs, pas en rampant, mais avec de la prestance, avec une présence, et avec quelqu'un à ses côtés qui ressemblait au genre d'homme qu'on n'interrompt pas en réunion. Denise n'a pas parlé. Pas encore. Elle a juste serré le bord de sa pochette si fort que cela a laissé des empreintes dans sa paume. Parce que maintenant l'équilibre du pouvoir avait changé. Et la cérémonie n'avait même pas encore commencé. Le silence qui a envahi la salle de cérémonie n'était pas dramatique. Il était épais, comme si le son lui-même avait décidé de prendre du recul un instant pour regarder. Chaque invité s'est levé de son siège dans une révérence obéissante. Leur visage tourné vers les doubles portes cintrées. Les cordes ont commencé leur délicate montée en puissance. Pachel belle, bien sûr, prévisible, traditionnelle, sans risque. Et tout le monde s'attendait à la même image sans risque, Rebecca, radieuse en dentelle ivoire, un bras accroché à celui de Denise, les deux descendant l'allée dans un moment mis en scène de solidarité féminine, d'unité, de force. Le récit que Denise polissait depuis des mois. Elle avait répété son sourire pour cela, l'avait pratiqué dans le miroir, pensant qu'il effacerait 3 ans de questions sans réponse d'une seule marche et d'une larme bien placée. Mais les portes se sont ouvertes, et l'histoire s'est effondrée. Ce n'était pas Denise. Ce n'était même pas proche. Là se tenait Rebecca. La posture droite, le menton levé, le voile rentré juste derrière sa couronne. Mais c'était Marc à son bras. Silencieux, stable, indéniablement présent. Chaque tête dans la salle a pivoté comme une chorégraphie qui aurait mal tourné. Des halètements, des bégaiements audibles. Quelque part vers l'arrière, quelqu'un a laissé tomber son programme. Rebecca a fait le premier pas, Marc a bougé avec elle. Son rythme était synchronisé, son visage illisible, ni froid, ni fier, juste complet. Il n'a pas regardé autour de lui, n'a pas scanné la salle à la recherche de réaction. Il regardait droit devant, comme si ce chemin avait toujours été inévitable. Et Denise, elle ne respirait plus. Elle se tenait près du devant, juste sur le côté avec le cortège nuptial, serrant un bouquet qu'elle ne se souvenait même pas d'avoir choisi. Sa bouche était légèrement ouverte, le sourire qu'elle avait répété tressaillant maintenant au coin, comme s'il ne savait pas s'il devait mourir ou faire semblant. Parce qu'il n'était pas censé être là. Et s'il était là, il n'était certainement pas censé conduire leur fille à l'hôtel.
Rebecca ne lui avait rien dit. Personne ne l'avait fait. Ni l'organisatrice, ni la coordinatrice, ni même Anthony, qui a cligné des yeux si fort que sa lentille de contact s'est visiblement déplacée. La seule personne qui savait, la seule qui savait depuis des semaines, était celle qui avait demandé. Parce que Rebecca l'avait contactée après le retour de cette enveloppe. Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. La dernière fois, elle n'a pas supplié. Elle lui a juste envoyé une seule phrase, « Si tu es l'homme dont je me souviens, conduis-moi dans le prochain chapitre comme si j'avais de nouveau de l'importance. » Il a répondu en 7 mots, à une condition, ne le dis à personne d'autre. Maintenant, ils étaient là. Chaque pas résonnant dans une salle qui ne faisait pas que regarder. Elle était en train de se recalibrer. La sœur de Denise s'est penchée et a chuchoté, « Tu savais qu'il venait. » Denise n'a pas répondu. Ses yeux étaient rivés sur la main de Rebecca, enroulée avec confiance autour de l'avant-bras de l'homme qu'elles avaient toutes les deux essayé d'effacer. Elle se souvenait maintenant de la conversation de groupe, des messages, des émojis. Il va bientôt abandonner. Elle n'avait pas su qu'il construisait un mur, une clause légale, un transfert, un plan de sortie à la fois. Et maintenant, il le traversait. Rebecca s'est arrêtée juste avant l'hôtel. Elle s'est tournée, a embrassé légèrement Marc sur la joue. Pas de mots, juste un signe de tête. Et il a lâché sa main comme un chirurgien terminant le dernier point de suture. Puis il s'est dirigé vers le côté opposé de la zone des sièges. Calme, imperturbable, le genre d'immobilité qui irradie le pouvoir sans demander la permission. Anthony s'est avancé, essayant de récupérer le moment, offrant son bras. Rebecca l'a pris, mais chaque appareil photo dans cette pièce avait déjà capturé l'image qui comptait, la fille, l'homme disparu, l'ex-femme, pas les clignants des yeux, serrant des fleurs en soie comme si elle pouvait la réveiller. L'officiant a légèrement trébuché sur sa première phrase. Chers amis, nous sommes réunis, il s'est raclé la gorge. Denise s'est assise brusquement. Elle n'a pas pleuré, n'a pas crié. Elle n'en avait pas besoin. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde a vu ce qu'elle n'avait pas vu. Marc n'était pas revenu pour se réconcilier. Il était revenu pour réclamer sa dignité. Pas par des mots, pas par le spectacle, mais par la présence. Et à partir de ce moment, rien de ce qu'elle dirait sur lui, aucune histoire, aucune accusation, aucune manipulation, ne serait plus fort que la vue de leur fille le choisissant pour le moment le plus important. Et le faisant en silence. Au moment où le dessert a été servi, Denise avait retrouvé son équilibre, ou du moins ce qu'il en restait. Le vin a aidé, tout comme les compliments. Les invités, inconscients du séisme visuel précédent, étaient revenus au brouhaha habituel d'après-cérémonie, s'extasiant sur la robe, commentant la playlist, faisant semblant de ne pas juger les options de steak. Denise s'accrochait à ces conversations comme à des bouées de sauvetage. Elle riait trop fort à l'histoire du père du marié. Elle ajustait son collier toutes les 10 minutes, comme si les perles pouvaient repositionner le récit. Mais dans sa tête, la seule chose qui tournait en boucle était cette allée. Lui. Rebecca. Pas d'avertissement, pas d'explication, juste un silence qui, d'une manière ou d'une autre, disait tout. Pourtant, il lui restait une arme, le micro. Elle préparait ce discours depuis des semaines. L'avait écrit en 2 formats, drôle et sincère, et avait choisi le second quand sa sœur avait dit que ça l'avait fait pleurer, dans le bon sens. C'était censé être le moment où elle retrouverait sa grâce, la mère aimante s'élevant au-dessus de tout, tendant un rameau d'olivier à l'homme qui, techniquement, n'avait pas été déclaré légalement mort, mais avait certainement été socialement enterré. Elle a fait un signe au DJ. Il a acquiescé. A coupé la musique. Tchin, tchin, tchin. La foule s'est tue. Elle se tenait à la table d'honneur, un verre de vin à la main, le sourire soigneusement calibré, doux, ému, poli. Le genre de sourire qui dit, j'ai traversé l'enfer, mais aujourd'hui, je choisis l'amour. Bonjour à tous, commença TL, la voix chantante. Je voulais juste dire quelques mots. C'est une journée magnifique, remplie de tant de joie, de voir ma fille entrer dans ce nouveau chapitre. C'est le rêve de toute mère. Hochement de tête poli. Rebecca leva les yeux de son assiette, sur ses gardes. Et je sais, poursuivit Denise, le ton changeant subtilement, que cette journée a apporté son lot de surprises. Des rires, hésitants, mais présents. Elle a insisté. Une de ces surprises a été de voir quelqu'un que nous n'avions pas vu depuis longtemps.
quelqu'un qui, malgré tout, est venu aujourd'hui. Et je veux prendre un moment pour le reconnaître. Ses yeux ont balayé la salle, ont trouvé Marc. Il était assis 2 tables en arrière, à côté d'un homme que personne ne pouvait identifier. Le même qu'auparavant, toujours sans expression, sirotant de l'eau comme un détail dans un périmètre de sécurité. Je veux lever mon verre, dit Denise, le tenant plus haut, à l'homme qui est revenu pour être à nouveau un père. Silence. Marc n'a pas bougé, n'a pas levé son verre, n'a même pas cligné des yeux. Il la regardait à travers. Le silence s'est étiré. Denise, toujours souriante, s'est tournée vers les invités. Aux secondes chances, dit-elle, essayant de ne pas laisser sa voix trembler. Et c'est à ce moment-là que Rebecca s'est levée. Pas de micro, juste elle. Elle a tapoté son verre avec le côté de sa fourchette. Un son net, délibéré, plus clair que celui de Denise. Bonjour, dit-elle. Je ne prévoyais pas de dire quoi que ce soit, mais puisque nous rendons hommage aux personnes qui ont rendu cette journée possible, elle a regardé Marc, puis de nouveau la foule. Je veux remercier mon père. Denise se figea. Rebecca continua. Pas seulement pour être ici ou pour m'avoir conduite à l'hôtel, mais pour quelque chose de plus. Pause. Pour m'avoir protégé d'une manière que je ne comprenais pas jusqu'à présent, une onde de choc a traversé la pièce. Un changement émotionnel si subtil qu'il n'a rien renversé, mais a laissé les centres de table tremblants. Le sourire de Denise s'est fissuré. Rebecca a brandi un papier plié. Certains d'entre vous savent que lorsque je postulais pour mes études supérieures, les choses se sont compliquées. On m'a dit qu'il n'y avait pas assez dans le fond, qu'il faudrait attendre. Que ce n'était tout simplement pas le bon moment. Quelques hochements de tête. Eh bien, il s'avère que ce n'était pas toute l'histoire. Elle a déplié le papier. Ceci est une lettre du gestionnaire d'une fiducie privée qui existe depuis que j'ai 19 ans. Une dont je n'ai jamais connu l'existence. Elle a fait une pause, sa voix soudainement plus douce. Aujourd'hui, j'ai appris que cette fiducie est entièrement provisionnée. Pour mes études, pour ma santé, pour mon avenir. Des chuchotements. Et elle a été financée par mon père. Discrètement. Entièrement. Une lente inspiration de la part de Denise. Rebecca s'est tournée, regardant enfin directement sa mère. On ne m'en a pas parlé. Il ne s'en est pas vanté. Il ne l'a pas utilisé pour obtenir de l'amour. Il s'est juste assuré que j'irais bien. Peu importe ce que tu m'as dit sur lui. La main de Denise, tenant toujours le verre de vin en l'air, a commencé à trembler. Marc est resté assis, immobile, comme un monument laissé derrière après une bataille que les gens prétendaient n'avoir jamais eu lieu. Rebecca a levé son verre vers lui. À l'homme qui m'a protégé avant que je sache que j'avais besoin de protection. Chin, dit-elle. Le DJ n'a pas relancé la musique. Personne n'a bougé. Denise est restée là, les bras encore à moitié levés, un sourire aux lèvres et le feu dans le regard, mais sans applaudissements, sans écho, juste le silence. Elle a baissé son verre. Et pour la première fois de la journée, elle a eu l'air petite. Parce qu'aucun discours ne peut l'emporter sur le choix d'une fille. Et aucune performance ne peut rivaliser avec la vérité, dite simplement, devant tous ceux que vous avez essayé de convaincre du contraire. Elle avait voulu cadrer le retour, mais le cadre s'est brisé, et le tableau a choisi son propre sujet. Ça a commencé assez innocemment, juste une publication sur Instagram. Le petit ami d'une demoiselle d'honneur, qui ne connaissait presque personne et s'était ennuyé à mourir toute la soirée, a pris une photo pendant la procession. Il n'essayait pas de créer un drame ou de cultiver le mystère. Il trouvait juste cool que la mariée descende l'allée avec un type qui ressemblait à un méchant de James Bond qui aurait décidé de devenir moine. La légende disait, le père de la mariée a fait le fantôme, est apparu comme un roi. Personne ne l'a vu venir. Silent Power. La photo elle-même n'était pas parfaite. Légèrement floue, à mi-chemin, la robe de Rebecca captant la lumière du soleil, Marc dans son costume anthracite, la mâchoire serrée, la posture droite, une seule main la guidant avec ce genre de soin subtil qui ne mendie pas l'attention, il l'exige. Mais cette image a déclenché quelque chose. Au moment où le gâteau a été coupé, elle avait 3200 likes, principalement des amis d'amis. Puis quelqu'un l'a reposté sur X, en la taguant, est-ce que c'est Marc Jennings de Proton Capital? Je croyais qu'il avait disparu. Et c'est là que ça s'est propagé.
À minuit, la section des commentaires s'était transformée en une enquête en direct. Attendez, c'est le Mark Jennings? Il n'a pas ghosté toute sa famille. Non, mec. J'ai bossé chez Proteion. Il était brillant, mais silencieux, puis il a juste disparu. Ce type n'est pas fauché. Regardez la montre. Une Patek en or rose. La façon dont il se tient, c'est un homme qui possède le silence. Quelqu'un a déterré une photo de conférence de 2015, une quenotte à Lisbonne. Même menton, mêmes yeux. Mais l'homme sur la photo du mariage avait l'air plus affûté. Pas plus vieux, plus affûté. Comme si la solitude avait été moins une retraite qu'une forge. Puis sont venues les rumeurs sur LinkedIn, bien que son profil ait été effacé. Un associé junior d'un think tank sur les technologies propres à Washington a posté anonymement sur un forum. Le fondateur de ma boîte parlait de ce mystérieux MJ comme de son premier bailleur de fonds. Il disait qu'il avait tout quitté et qu'il finançait toujours les opérations depuis une fiducie privée. La spéculation a fait boule de neige. À 3 heures du matin, 2 sites de potins financiers avaient repris l'histoire. Cet ancien consultant vient-il de mettre en scène la rentrée la plus cool de l'histoire des mariages? Où était Mark Jennings pendant 3 ans? Et qui est ce partenaire de l'ombre? Le deuxième article incluait un zoom flou sur le compagnon de Mark au mariage. Costume bleu marine, épinglette discrète, visage de pierre. Et c'en était assez pour que le fil Reddit explose. C'est une épinglette fédérale. De bas niveau, mais authentique. Je pense que c'est la marque d'un sous-traitant du DoD. Il est dans la technologie de défense maintenant. Ce type a abandonné toute une identité et est revenu pour un jour, et il a quand même fait passer tous les autres pairs pour des gens qui avaient oublié de mettre des chaussettes. Pendant ce temps, l'organisatrice de mariage de Rebecca a été inondée de messages privés. Qui était le père? Pourquoi était-ce un secret? Parlerait-il à Vanity Fair si on leur demandait? Elle n'a pas répondu. Parce qu'à l'aube, l'histoire ne lui appartenait plus. Elle appartenait à l'algorithme. De retour à la réception, alors que les lumières s'estompaient et que les invités repartaient avec des sacs cadeaux et des verres de Prosecco à moitié finis, Mark avait déjà de nouveau disparu. Pas de longs adieux, pas de départ sous les projecteurs. Il s'est éclipsé par le portail latéral de la même manière qu'il était entré, discrètement, méthodiquement, comme s'il n'avait jamais été là. Mais son ombre est restée. La tante du marié a appelé son mari ce soir-là et a dit « Tu te souviens de l'ex de Denise ? Il est devenu quelqu'un d'autre maintenant. » Le mari n'a pas demandé ce que cela signifiait. Il a juste hoché la tête comme le font la plupart des hommes quand ils savent qu'un autre homme a reconquis son propre mythe. Et Denise, elle n'a pas dormi. Elle a fait défiler, défiler et défiler jusqu'à ce qu'elle voie un retweet d'un petit compte de Capital Risque, quelqu'un qu'elle ne suivait pas, quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. Taguant la photo de mariage désormais virale avec seulement 6 mots, pas parti. Juste en train de construire ailleurs. Elle avait plus de 18 000 likes à ce moment-là. Et elle ne pouvait pas s'arrêter de la regarder. Parce que l'homme qu'elle avait passé des années à effacer n'avait pas eu besoin de la corriger. Il avait laissé une seule image, juste une, faire tout le travail. Et dans un monde accro au bruit, c'était ça, le pouvoir. La musique s'était estompée pour devenir un bourdonnement de fond. La dernière part de gâteau, intacte. Quelque part derrière la tente, un témoin a vomi dans les buissons. Inaperçu. Le personnel a commencé à démonter les guirlandes lumineuses, à ramasser les bougies à moitié consumées, à jeter les petites illusions de perfection auxquelles les mariages s'accrochent. Rebecca était sur la piste de danse, riant avec Anthony. Le voile disparu, les cheveux détachés. Sa posture avait changé, plus légère, moins répétée. Mark l'a vue de loin, debout juste à l'extérieur de la porte en treillis qui menait au jardin. Seul, sous un dé de lumière de fée tamisée et de feuilles bruissantes. Il ne sirotait pas de champagne, ne jouait pas avec sa montre. Il se tenait juste là, immobile, observant une vie qui n'avait plus besoin de lui, mais qui le voyait enfin. Denise l'a trouvé là. Elle a marché lentement, la pochette à la main, l'ourlet de sa robe frôlant l'herbe humide. Les talons qu'elle avait juré être assez confortables pour toute la journée commençaient à la trahir, tout comme le reste. Elle s'est arrêtée à quelques pas derrière lui. Pas de mots au début. Il ne s'est pas tourné, n'a pas offert la courtoisie d'un accusé de réception. Alors, elle s'est donné la permission. « Tu es vraiment devenu quelqu'un » dit-elle doucement.
Sa voix était douce, mal assurée, comme quelqu'un qui teste une théorie à laquelle il ne croit pas tout à fait, mais qu'il veut voir prouver. Marc a légèrement tourné la tête, pas complètement, juste assez pour que la lumière du jardin attrape le coin de sa mâchoire. Non, dit-il, puis il s'est finalement tourné pour lui faire face. Ses yeux, vifs, fatigués, mais purs. Pas en colère, pas suffisant. C'est toi qui as enfin ouvert les yeux. Elle a tressailli. Parce qu'au fond, elle savait que c'était vrai. Elle pensait avoir construit l'histoire. La victime du mari fantôme, la matriarche courageuse, la mère célibataire dévouée. Mais tout ce qu'elle avait fait, c'était de narrer un silence qui ne lui appartenait pas. Denise a détourné le regard un instant, a inspiré comme si elle allait réessayer, dire quelque chose d'intelligent, de sincère, peut-être même demander. Mais il marchait déjà. Pas vite, juste d'un pas régulier. Comme s'il ne lui devait pas plus que ce qu'il avait déjà donné. Comme s'il avait tout dit dans la manière dont il était apparu. Pas pour elle, mais pour la fille qui avait fait son propre choix silencieux. Denise est restée figée, la pochette molle à son côté, le mascara raidi sous ses yeux. Les lumières du jardin clignotaient dans le vent. Ses talons s'enfonçaient légèrement dans la terre. Personne n'est venu la chercher. Personne n'a même remarqué qu'elle était partie. Marc est passé devant le camion du traiteur, le chemin de sortie, le stand du voiturier. L'homme de tout à l'heure, son partenaire d'affaires, attendait déjà près de la voiture noire. Marc n'a pas parlé, a juste hoché la tête, et monté. La porte s'est fermée avec un clic étouffé, le genre qui n'annonce pas un départ. Il clôt un chapitre. La voiture s'est éloignée en silence. Et pour la première fois en 3 ans, Denise a réalisé qu'elle ne l'avait pas perdu au mariage. Elle l'avait perdu bien avant. Et il n'était pas revenu pour être récupéré. Il était revenu pour que leur fille puisse voir qui il était vraiment. Et puis il est parti. Pas avec amertume, pas avec rage, mais dans la seule monnaie qu'elle n'avait jamais appris à dépenser judicieusement.